Du coup, bienvenue à tous pour ce webinaire sur les opportunités et expériences post-bac en Australie. Si vous êtes connectés aujourd'hui, c'est parce que vous devez avoir un projet de départ en Australie. Donc, nous, on est là pour vous donner plein d'informations, plein de bons plans et vous expliquer un petit peu ce que nous, on peut vous proposer. Alors, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Perrine. Je travaille chez GoStudy Australia depuis bientôt 8 ans. J'ai passé 2 ans en Australie avec le Working Holiday Visa. On va en parler un petit peu plus tard. Et en fait, j'aide et j'accompagne les gens comme vous qui ont un projet de départ en Australie. Donc, ça peut être pour tout type de projet. On va en discuter. Et je co-anime du coup ce webinaire avec ma super collègue Elvire. Je te laisse te présenter du coup, Elvire. Ouais, alors moi c'est Elvire, je suis conseillère spécialisée dans les études supérieures, notamment à l'université en Australie avec GoStudy. J'ai vécu en Australie, j'ai fait un Working Holiday Visa ou PVT pour ceux qui connaissent plutôt sous ce nom-là en Australie pendant 1 an. Et ça fait bientôt 10 ans que je travaille dans l'éducation à l'étranger et avec GoStudy. Voilà. Et je travaille aussi sur la partie marketing avec GoStudy également. Alors, du coup, ce soir, nous allons voir différentes choses. Dans un premier temps, nous allons voir les différentes destinations que propose l'Australie. Nous allons parler des visas, comment choisir le bon visa, celui qui sera approprié vraiment à votre projet. On parlera ensuite du gap year, année de césure, des études professionnelles et supérieures. On parlera aussi bien sûr du travail en Australie, des logements et partir avec nous GoStudy Australia. Si vous êtes prêts, c'est parti. Destination Australie. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui nous ont rejoints après. Le webinaire est filmé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur le chat et on fera un question-réponse à l'oral à la fin du webinaire. Alors, l'Australie. Comme vous voyez sur la carte, l'Australie, par rapport à la France, c'est très, très grand. Donc, il faut vous imaginer un pays qui est plus grand que l'Europe. Ça fait 15 fois la taille de la France. Donc, si vous voulez aller, par exemple, de Perth, qui est au sud-ouest de l'Australie, vous pouvez le voir sur la carte, jusqu'à Sydney, que vous devez connaître un petit peu plus, il y a 4000 kilomètres pour vous rendre un petit peu compte de la taille. Et il y a seulement, entre guillemets, 25 millions d'habitants, alors qu'en France, on est 67 millions d'habitants. Donc, il faut savoir que l'Australie, au milieu, comme vous pouvez voir aussi sur la carte, c'est assez désertique, on appelle ça le bush, et que la population, elle est plutôt concentrée sur les côtes. Donc, il y a 98% des habitants qui vivent sur les côtes en Australie. Notamment, ça va être plus, on le voit sur la carte à gauche, toutes les villes, toutes les grandes villes, les moyennes villes sont plutôt localisées dans le sud-est du coup de l'Australie. Et c'est pour ça que si vous avez envie d'aller chercher le soleil en Australie, vous allez le trouver. Et il y a différents types de climats. C'est tellement grand. Au sud, ça va être plutôt tempéré. Par exemple, à Melbourne, bon, c'est un climat un peu, on va dire, comme ici en France, avec quand même quelques degrés de plus en été, mais il y a vraiment les 4 saisons. Alors que au nord, là où c'est à Darwin par exemple, ou à Cairns, c'est plus tropical, subtropical, ça veut dire qu'on aura plus saison sèche, saison des pluies. Donc en fait, il fait quasiment jamais froid, quoi. On va dire que là où vous allez trouver un climat un petit peu entre les deux, c'est à Brisbane, qui est situé au milieu de la côte est, où là vous êtes du coup entre le climat tempéré et le climat subtropical. Donc on va dire que c'est plutôt, il y a quand même les 4 saisons, mais c'est plutôt assez ensoleillé toute l'année. Voilà, ça c'est pour le petit point météo. Et après, je vais vous parler un petit peu des différentes villes, puisque je suppose que vous avez envie de partir en Australie, mais vous savez pas exactement sur quelle destination. À mon avis, soit vous connaissez déjà des gens sur place qui vous en ont parlé, vous avez une idée bien définie de la ville où vous voulez partir. Ou alors vous voulez rejoindre quelqu'un, etc. Vous avez le rêve d'aller à Sydney parce que vous avez vu l'Opéra House sur toutes les
les photos d'Australie, soit vous êtes plutôt ouvert à toutes les destinations et le descriptif que je vais vous en faire, ça va peut-être vous donner une petite idée de là où vous avez envie d'aller. On va commencer par Sydney, qui est la ville la plus connue, celle dont vous avez forcément entendu parler. Donc, c'est la capitale économique d'Australie. Pour rappel, la capitale d'Australie, ce n'est pas Sydney, c'est Canberra. Elvire a un petit peu bugué. Je suis revenue, ça y est? Oui, c'est bon. Du coup, oui, on s'est un peu coupé. Donc, la capitale, c'est Canberra et pas Sydney. Ok. Ah, elle est repartie. Ok, bon. Tu es là, Elvire? Connexion, je suis vraiment désolée. Mais là, je pense que c'est bon, tu es revenue. Ok. Donc, du coup, Sydney, capitale économique, bouillante et emblématique. Alors, bouillante parce que Sydney, il y a énormément de choses à faire, ça bouge tout le temps. Il y a notamment un quartier business en centre-ville de Sydney qui s'appelle le CBD. Si vous avez l'occasion d'y aller, vous allez voir que ça ne s'arrête jamais. Et il y a le côté aussi équilibre parfait entre urbanisme et nature. On a les quartiers, comme je disais, business en centre-ville de Sydney avec tous les buildings, etc. Et d'un autre côté, on a aussi Bondi Beach, qui est la plage la plus connue d'Australie. Il y a beaucoup de plages aussi qu'on peut visiter en Australie, dont on peut à Sydney, dont on peut profiter. Et donc, ce qui fait que Sydney, vous êtes vraiment entre le côté speed en centre-ville et le côté vraiment chill à la plage. Melbourne, capitale culturelle branchée, ville européenne. Alors, pourquoi on dit que Melbourne, c'est la ville européenne d'Australie? C'est parce qu'il y a beaucoup de cafés, ils sont très axés sur la gastronomie, l'art. Dans les rues, il y a des tags, etc. dans les rues, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent taguer dans les rues à Melbourne. Il y a beaucoup de festivals aussi. Et Melbourne a été classée plusieurs fois meilleure ville du monde. Parce que la qualité de vie est juste incroyable. Malgré les 4 saisons en une seule journée, parfois, ce qui est quand même assez particulier à Melbourne. Brisbane, ville dynamique étudiante. Alors, Brisbane, c'est une ville plutôt moyenne, mais qui a quand même tendance à grandir en population. C'est en plein boom. Il y a beaucoup de choses à faire, vous n'allez pas vous y ennuyer, c'est une ville assez étudiante et en même temps c'est assez décontracté et comme je le disais tout à l'heure, le climat il est quand même assez sympa puisque vous êtes entre le climat tempéré et le climat qu'on peut trouver au nord de l'Australie, donc en général il y a du soleil toute l'année même s'il y a quand même un petit hiver. Perth, alors là on passe, alors je vais plutôt dire Gold Coast, comme ça on reste sur la côte est. Gold Coast c'est à 1 heure au sud de Brisbane à peu près. C'est une ville qui est très touristique. Même les Australiens viennent y passer leurs vacances. Et on est vraiment entre building et plage. Donc, c'est vraiment les buildings, les pieds dans l'eau, on va dire. Il y a des kilomètres de plage. On peut apercevoir des dauphins, des baleines, même quand c'est la saison, directement de la plage. Donc, et on l'appelle le petit Miami australien du fait des buildings, vraiment. Et le côté surf et plage, quoi. Et je finis avec Perth, qui est la seule grande ville sur la côte Est. Donc ça, faut le savoir, si vous décidez d'aller à Perth. Il y a un côté un petit peu plus sauvage, on va dire, un petit peu moins touristique que sur la côte Est. Ça reste quand même une moyenne grande ville qui bouge beaucoup. Il y a quand même pas mal de choses à faire aussi culturellement. Et puis, c'est une Australie, on va dire, un petit peu plus authentique. Et puis, ce qui est sympa à Perth, c'est que vous êtes vachement proche de la nature, c'est-à-dire qu'au sud de Perth, vous avez Margaret River, qui est un endroit très sympa, où vous allez voir des magnifiques plages. Et si vous avez envie de faire un super road trip, vous pouvez partir de Perth jusqu'au nord et faire toute la côte ouest, qui est la côte la plus sauvage, et pour moi, puisque je l'ai faite, la plus belle d'Australie. Voilà. J'espère que ça vous a donné un petit peu une idée. Alors, il y a plein d'autres villes et en Australie, on peut vous proposer aussi de partir sur Byron Bay, qui est plus petit, Noosa. Ça, c'est des petites villes sur la côte est. Darwin aussi, qui est tout au nord. Cairns, avec la barrière de corail. Mais bon, ça, faudra qu'on en discute au cours d'un entretien personnalisé, éventuellement, selon vos envies. Voilà, c'est vraiment les plus grosses villes là que tu nous as présentées. Ouais. Les plus grosses villes d'Australie, certainement là où vous allez atterrir aussi.
Ayoub, si tu as une question, il faut la poser directement dans le chat, s'il te plaît, j'y répondrai par écrit. Ou sinon, tu attends la fin du webinaire et tu pourras poser ta question à l'oral. Ok, merci Elvire, du coup, pour cette petite présentation des plus grandes villes en Australie. Alors, pourquoi partir en Australie? L'Australie, c'est une super destination. Il y a plein de gens qui ont envie de partir en Australie pour plusieurs raisons. Alors, il faut savoir que l'Australie, c'est la 3e destination la plus populaire pour une expérience à l'étranger. Ça arrive derrière le Canada, qui est quand même super connu pour aller faire ses études à l'étranger, ainsi que les États-Unis. Ce qui est super en Australie, c'est que vous allez faire des rencontres internationales. C'est un pays hyper cosmopolite, donc il y a énormément d'étudiants étrangers, de voyageurs étrangers, et même les gens en Australie, même les gens qui vivent en Australie, les Australiens aussi, ont beaucoup d'origines étrangères. Donc c'est très cosmopolite, et pour ça, c'est super intéressant. Facilité de voyager, étudier, travailler. Il faut savoir que l'Australie a quand même des visas qui sont assez sympas, on en parlera juste après. Et qui vous permettent de plutôt facilement voyager, travailler, faire des études, apprendre l'anglais, etc. Si vous allez en Australie, par exemple, avec un Working Holiday Visa, et vous allez voir, tout est fait pour que vous puissiez passer une bonne aventure. Ils ont l'habitude, en fait, d'avoir des backpackers. Donc, quand je dis backpackers, c'est des gens qui partent avec un sac à dos. Ils appellent ça les backpackers en programme Working Holiday Visa en Australie. Ils ont l'habitude de les accueillir et tout est fait pour les accueillir. Donc, il y a des auberges de jeunesse, il y a plein d'agences de tourisme. Enfin, tout ce qui est papier, c'est hyper facilité aussi. Vous allez voir, si vous partez bientôt, vous allez vous en rendre compte, tout ce qui est papier, etc. C'est différent de la France, c'est plus simplifié en Australie parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des gens qui viennent juste pour 6 mois, 1 an, qui ont envie de travailler un petit peu. Et voilà, donc c'est assez simplifié à ce niveau-là. Et du coup, ça rend les choses plus sympathiques. Deuxième pays le plus heureux au monde. En même temps, le way of life australien est assez connu, je pense. Le côté qu'il soit quand même assez sympathique, un environnement qui soit incroyable en Australie, une qualité de vie incomparable. Je veux dire, quand on va travailler, ensuite on fait une pause déj sur la plage, ensuite on retourne travailler. Voilà, il y a un côté unique en termes d'ambiance, on va dire, que vous allez retrouver en Australie. Faune et flore unique au monde. Vous savez qu'il y a des animaux que vous ne verrez que en Australie, les kangourous, les koalas et j'en passe. Et des paysages aussi qui sont assez uniques que vous verrez nulle part ailleurs. 2 villes australiennes sont dans le top 10 des meilleures villes étudiantes au monde. Il y a énormément de gens qui vont étudier en Australie. Il y a différents types d'universités, il y a toute nationalité, université, école, programme d'études, etc. Il y a toute nationalité confondue qui vont étudier en Australie parce que le système éducatif est reconnu partout dans le monde. C'est un système qui est quand même de qualité et aussi parce qu'en Australie, vous le savez, on parle anglais et donc ça attire énormément de gens de pouvoir apprendre l'anglais en Australie ou étudier, faire des études supérieures en anglais. Donc l'idée, quand on va en Australie, c'est aussi qu'on peut perfectionner son anglais, revenir bilingue, ou presque, et ça attire énormément de monde. Super, merci Elvire. Alors, on va passer sur un autre thème. On va passer sur le visa. Donc, je pense que vous avez tous les gens connectés, vous avez des projets, des profils différents, mais vous avez tous besoin d'un visa. On va voir du coup les 3 principaux visas pour partir en Australie. Le premier visa, c'est le touriste visa, c'est le 651. Ce visa, c'est un visa de 3 mois qui permet de voyager et d'améliorer son niveau d'anglais. Pourquoi améliorer son niveau d'anglais? Parce que vous pouvez prendre des cours d'anglais sur ce visa pendant toute la durée de votre visa, donc 3 mois. Il est valable en fait 1 an, parce que tous les 3 mois, si vous sortez du territoire australien, vous pouvez re-rentrer sur le sol australien pour 3 mois de plus, au final pour 1 an. Il n'y a pas de limite d'âge, il est gratuit, mais par contre, vous n'êtes pas autorisé à travailler sur ce visa-là.
c'est illégal et interdit. Donc ça, c'est le premier visa. Le second visa, c'est le Working Holiday Visa ou encore le PVT, le permis vacances-travail. C'est seulement en fait la traduction. Vous avez dû le voir sur Internet ou autre, c'est la même chose. C'est le visa 417. Ce visa, c'est un visa qui est super. Il n'y a pas toutes les nationalités en fait qui ont accès à ce visa-là. Par exemple, les Espagnols, les Portugais, les Suisses, ils n'ont pas accès au Working Holiday Visa. Donc nous, les Français, on est assez chanceux parce que comme le disait ma collègue Elvire, c'est un visa qui permet de faire plein de choses, de s'en mettre plein les yeux pendant 1 an. Donc, c'est un visa à la base de 1 an que vous pouvez renouveler 2 fois sur certaines conditions. C'est-à-dire que la première année, vous pouvez, si vous travaillez en fait 88 jours, donc 3 mois, dans le secteur primaire, dans des regional areas en Australie, vous pouvez appliquer à un second Working Holiday Visa. Si la deuxième année, vous faites 6 mois, pareil, dans le secteur primaire, en regional area, vous avez accès à un 3e Working Holiday Visa. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Il y en a qui veulent partir seulement pour 1 an, qui font leur 1 an, qui rentrent chez eux. Vous n'êtes pas obligé de travailler dans le secteur primaire, par exemple dans les fermes. C'est seulement pour renouveler votre visa. Ce visa, il est à 635 $ australiens. Il faut avoir entre 18 et 35 ans. C'est passé depuis quelques années pour nous, les Français, de 30 ans à 35 ans. Donc, dépasser 35 ans, vous n'aurez plus accès à ce visa-là. Et il vous permet, du coup, de voyager en illimité sur tout le territoire australien et de travailler aussi en illimité sur tout le territoire australien. Ça peut être dans tout secteur d'activité. La seule restriction, c'est que vous pouvez travailler seulement 6 mois pour le même employeur. Et grâce à ce visa, vous pouvez aussi améliorer votre niveau d'anglais parce que vous avez la possibilité d'étudier pendant 17 semaines maximum. Ça fait 4 mois. Vous pouvez bien sûr travailler à côté de vos cours. Le type de cours que vous allez pouvoir faire sur un Working Holiday Visa, ça va être des cours d'anglais. Vous ne pourrez faire que des cours d'anglais parce qu'on le verra plus tard dans la présentation. C'est possible d'étudier d'autres choses en Australie que l'anglais, mais ça va être des périodes plus longues. Et là, vous l'aurez compris, c'est 17 semaines maximum. Donc, vous pouvez faire de l'anglais général, vous pouvez faire des préparations à des certifications d'anglais. Ça permet en fait de rencontrer du monde sur place aussi, d'être un peu encadré et d'avoir un anglais académique. Parce que sur le Working Holiday Visa, si vous partez sans cours d'anglais, vous partez avec votre sac à dos dans une auberge de jeunesse comme beaucoup font, le risque qu'on va avoir, surtout pour nous les Européens, les Français encore plus, j'ai l'impression, c'est qu'on va aller directement vers les Français. Parce que en général, on n'a pas forcément un super niveau en anglais. Donc, le truc rassurant, c'est boum, on va vers les Français. Et du coup, ben, vous n'allez pas forcément améliorer votre niveau d'anglais. Ou vous allez apprendre sur le temps et vous n'allez pas avoir un anglais vraiment académique, vous allez faire des erreurs. Donc, c'est vrai que nous, chez GoStudy, c'est vraiment quelque chose qu'on préconise de prendre des cours d'anglais. Ça permet de rencontrer du monde sur place, ça permet de se créer un réseau, d'améliorer son niveau d'anglais, de faire de super rencontres. C'est vraiment bénéfique. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur le Working Holiday Visa? Oui, alors, ce n'est pas obligatoire non plus de faire des cours d'anglais. Nous, c'est ce qu'on préconise. Mais vous pouvez très bien partir sans cours d'anglais, faire une expérience seulement de voyage et travail. D'ailleurs, chez GoStudy Australia, on a des packages avec du coup des services sans cours, des services avant le départ, un accompagnement administratif avant le départ et un accompagnement aussi sur place directement en Australie car on a des bureaux. On va vous expliquer un petit peu tout ça. Donc ça, c'est sur le Working Holiday Visa. Le dernier visa, c'est le Student Visa ou visa étudiant. Comme son nom l'indique, la priorité sur ce visa-là, c'est les études, c'est étudier. Même si vous pouvez travailler à côté de vos cours 24 heures par semaine. La vraie règle, c'est 48 heures toutes les 2 semaines. Et pendant les périodes de break de l'école que vous allez faire ou les cours que vous allez faire, vous pourrez travailler en illimité. Ce visa, il est à 710 $ australiens. Sa durée est égale à la durée des cours que vous allez prendre. Imaginons que vous partez étudier pendant 1 an l'anglais, vous aurez 1 an de visa. Si vous étudiez pendant 3 mois, vous aurez
3 mois de visa. Même si à la fin, vous allez avoir 1 mois de vacances à la fin. Mais ce n'est pas comme le Working Holiday Visa, où c'est un visa de 1 an dans tous les cas. Là, la durée des cours est égale à la durée du visa, c'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas de restriction au niveau de l'âge. Chez GoStudy, on a envoyé d'ailleurs des doyens je crois, Elvire, je ne sais plus, 65 ans, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. 65 ans, ouais. Donc, ouais, il n'y a pas de limite d'âge. Tout le monde est bienvenu. C'est ça, il n'y a pas de limite d'âge. Le minimum, c'est 3 mois, donc 12 semaines. Et on va le voir en suivant, mais vous pouvez faire différentes choses sur ce visa étudiant. Vous pouvez faire soit des cours d'anglais, soit des formations professionnelles, soit des études universitaires. Gap-year, année de césure, lance-toi dans ce qui deviendra la meilleure année de ta vie. On en est sûr avec Elvire. Sans aucun doute. Donc, Elvire, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi faire un gap-year? Alors, pour plusieurs raisons, notamment l'expérience que ça va t'apporter. Donc déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Australie, c'est un pays qui parle anglais. Donc, l'idée de partir en gap year ou en année de séjour en Australie. Alors, juste, je reviens sur le Working Holiday Visa, par exemple. La durée, c'est 1 an, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'année complète. C'est-à-dire que si vous voulez partir que 8 mois, on ne va pas vous forcer à rester 1 an. L'idée, c'est de partir au moins 6 mois, sinon ça ne vaut pas le coup d'utiliser un super visa comme le Working Holiday Visa. Mais si vous voulez rester 8, 9 mois, c'est possible, il n'y a pas de problème. Donc, devenir bilingue, partir en année de césure, vous savez, comme tout le monde, je pense que c'est un vrai atout de savoir parler anglais dans la vie personnelle, si vous voulez voyager, communiquer avec des gens du monde entier, et aussi dans la vie professionnelle. Vous avez dû le remarquer si vous avez déjà cherché un job, ou vous le remarquerez bien assez tôt dans votre futur professionnel, que l'anglais est devenu vraiment primordial et a une très, très grande place dans les besoins des entreprises. Donc, c'est hyper important en 2024 de savoir parler anglais. Et ça, perfectionner son anglais, vous ne pouvez que le faire en pratiquant l'immersion dans un pays anglophone. Il n'y a pas de secret. Certes, vous avez des cours d'anglais à l'école ici en France. Vous pouvez prendre des cours d'anglais avec un prof personnel ici en France. Ça, c'est possible. Vous pouvez regarder des films en anglais, des séries sur Netflix ou autre. Ça vous apportera jamais le niveau qu'une immersion à l'étranger dans un pays anglophone va vous apporter. Ça, c'est une certitude. Vivre une expérience internationale. Il y en a qui sont ici certainement parce qu'ils vont passer le bac ou qui ont passé le bac et qui ont envie de faire un break en Australie, perfectionner l'anglais, vivre une expérience à l'autre bout du monde avant de commencer des études, avant de reprendre des études. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont commencé des études ou qui vont commencer des études et qui ne sont pas certains de leur orientation et qui ont donc besoin d'un temps de réflexion et au lieu de perdre une année, entre guillemets, à ne pas savoir quoi faire, partir à l'étranger, rencontrer des gens du monde entier, vivre une expérience unique et pratiquer l'anglais, ça peut être un bon moyen de faire un break et de réfléchir du coup à ce qu'on a envie de faire plus tard. Sortir de sa zone de confort, parce que ça, c'est sûr et certain, vous allez sortir de votre zone de confort. La plupart d'entre vous partez seuls en général et ça vous fait gagner vachement en autonomie, ça vous fait vous immerger dans un environnement que vous ne connaissez pas, avec une nouvelle langue, une nouvelle culture aussi, parce que l'Australie, même si c'est un pays anglo-saxon, avec une culture anglo-saxonne, ils ont quand même des différences dans la manière de vivre. Donc, ça, vous allez le découvrir, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Et meilleure école de développement personnel parce que, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez gagner en autonomie, vous allez être seul, même si vous partez à 2, voilà, vous allez être
dans un nouvel environnement, pas chez vous, loin de vos parents, de votre famille, de vos amis, etc. Et donc, c'est vraiment une aventure personnelle qui va vous enrichir et que, voilà, vous n'êtes pas prêt d'oublier. Ça fait 10 ans, un petit peu plus de 10 ans maintenant que j'ai fait mon expérience Working Holiday Visa. J'ai eu la chance quand même de retourner en Australie entre-temps, mais Perrine aussi, ça fait une dizaine d'années, il me semble. Ouais. On n'a toujours pas oublié notre expérience. Je pense que ça fait partie d'une des plus belles expériences qu'on a vécues pour toutes les raisons que j'ai citées. Donc, expérience enrichissante et inoubliable, ça c'est certain. Nouvelles expériences, connaissances et compétences sur le CV. Ben, même si vous partez en Working Holiday Visa et que vous faites des jobs étudiants ou que vous travaillez en ferme, voilà. Ça reste toujours intéressant pour un employeur de savoir que vous avez vécu en immersion dans un pays anglophone, que vous êtes débrouillé tout seul, que vous avez trouvé des jobs, que vous avez perfectionné votre anglais, etc. C'est toujours un atout d'être parti à l'étranger et d'avoir eu le courage de partir à l'autre bout du monde. Sachez, pour ceux qui sont en terminale et qui sont en pleine réflexion sur les vœux Parcoursup, que vous pouvez, il y a une case en fait qui s'appelle césure dans votre dossier candidat que vous pouvez cocher pour profiter d'une année à l'étranger avant d'entamer vos études. Donc Parcoursup prend vraiment en compte le fait que il y a plein d'étudiants post-bac qui ont envie de prendre une année de césure avant d'entamer leurs études en France et qui ont besoin du coup de cette année de césure pour grandir et perfectionner l'anglais avant de commencer de courtes ou de longues études en France. Alors, Perrine va vous expliquer les différents gap years possibles qu'il y a en Australie, puisqu'il n'y a pas qu'une seule possibilité, il y a plein de possibilités et il y en a pour tous les profils. En effet. Du coup, le gap year expérience, on va commencer avec celui-là. Donc, si vous avez bien suivi, au niveau des visas dont je parlais tout à l'heure, ça va être du coup sous ce visa-là, le Working Holiday Visa. Le Working Holiday Visa, alors petit rappel, s'il y en a qui ont un peu loupé tout à l'heure la slide, donc c'est un visa de 1 an qui permet du coup de travailler en Australie en illimité et de pouvoir prendre des cours d'anglais jusqu'à 4 mois maximum. C'est vraiment une expérience internationale de vacances et travail tout en améliorant son niveau d'anglais. Donc, comment ça se passe cette année, cette année-là sous Working Holiday Visa avec des cours d'anglais? En général, nous, ce qu'on conseille, c'est dès votre arrivée de prendre ces cours d'anglais parce que, comme je le disais, ça permet de rencontrer du monde sur place, de se sentir un petit peu encadré aussi. Quand vous allez arriver en Australie, vous pouvez avoir un petit coup de mou. Je le dis très souvent, surtout aux plus jeunes qui sont jamais, pour qui c'est leur première expérience en fait à l'international. C'est comme disait Elvire, on est loin de la famille, loin des amis, loin des repères. Et c'est vrai que quand on arrive en Australie, on peut se sentir un peu perdu. Et le fait, en fait, de commencer rapidement les cours d'anglais, d'être un peu encadré, de rencontrer de suite des personnes qui sont dans le même cas que vous, qui galèrent aussi un petit peu en anglais, qui viennent d'arriver aussi en Australie, ça vous met direct dans le bain. Donc, très souvent, quand on revient vers moi et on me dit, Perrine, là, je viens d'arriver en Australie, ça fait 2 jours, mais je me sens pas très bien, je sais pas trop ce que je fais là. Ce que je dis tout le temps, c'est attends de commencer les cours. Tu verras, ça ira mieux et ça n'a jamais loupé. Je ne sais pas si Elvire, toi, tu as déjà eu le cas de retour comme ça. Ah. Alors oui, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois et j'ai notamment eu le cas d'une personne donc qui partait en Working Holiday Visa, qui avait prévu de faire des cours d'anglais sur Gold Coast et qui est arrivée le jour même, c'était elle se sentait vraiment pas bien, elle voulait rentrer. Et elle est arrivée, je pense, un samedi. Un vendredi ou un samedi, je lui ai dit « Attends, lundi, tes cours commencent, tu vas rencontrer du monde, etc. » Je pense que le mardi, le lundi, je lui ai demandé si elle avait bien commencé ses cours. Elle m'a dit « Oui, ça s'est bien passé. » Bon, elle était encore un petit peu fébrile, on va dire. Et le mardi, ça allait mieux. Elle était
Elle avait rencontré une Suisse, il me semble, avec qui, du coup, elle avait sympathisé. Et puis, du coup, elles étaient allées manger ensemble. Et donc, voilà, elle s'était remise un petit peu du décalage horaire, parce que le décalage horaire fait qu'on est crevé quand on arrive. Oui, oui. Le trajet, c'est assez loin et tout, donc voilà. Et il se trouve que cette personne, quand je suis allée en Australie visiter nos écoles partenaires, etc., je l'ai recroisée pendant son périple Working Holiday Visa. Et elle était toujours accompagnée de cette autre jeune fille qui, je pense, était suisse, française ou suisse, je ne sais plus. Et elle ne voulait plus repartir. On est allés ensemble boire un verre. On est allés, je l'ai invitée à venir aussi avec un collègue à Byron Bay. Et on a vu des baleines d'ailleurs. Voilà, enfin, ça c'est pour la petite anecdote. Mais comme quoi, c'était la meilleure expérience de sa vie. Elle était sur la fin de son Working Holiday Visa quand on s'est vu en Australie. Et aucun regret. Donc, on a reparlé de ce moment où elle avait eu envie de rentrer. Et puis, finalement, on en a rigolé, quoi. Donc, ouais, voilà, franchement, bon, ça fait très longtemps avec Elvire qu'on fait ce métier. On a envoyé beaucoup d'étudiants. Et c'est vrai que, voilà, moi, le retour que je fais quand j'ai des étudiants qui veulent faire du coup une gap year expérience, qui veulent partir en Working Holiday Visa, mais qui me disent ben moi j'aimerais bien visiter l'Australie pendant 2 mois, puis après faire les cours. Je leur dis que c'est OK, il n'y a pas de souci, les 4 mois de cours, les 2, même 4 mois c'est le maximum, tu peux faire 2, 3, 4 mois, même 1 mois de cours. Tu les fais quand tu veux pendant ton année. Mais je conseille quand même de le faire rapidement en arrivant pour voilà, rencontrer du monde sur place, se créer un réseau, parce que ce qui fonctionne en Australie, ça va être le réseau que vous allez vous créer, et même pour faire des rencontres. C'est ça aussi de prendre des cours d'anglais sur le Working Holiday Visa. Alors, quelque chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au niveau des écoles de langue qu'il y a en Australie et des cours d'anglais, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on peut avoir en France. Déjà, c'est des petits groupes de 15 personnes maximum dans les écoles. Et c'est toute nationalité mélangée. Il n'y aura pas que des Français dans votre groupe, ça c'est sûr. Il peut y avoir 1 ou 2 Français parce qu'ils auront le même niveau que vous et que au niveau des dates de rentrée, ben, il se trouve que, voilà. Mais il n'y aura pas que des Français dans votre groupe, ça c'est sûr. Quand vous allez arriver le premier jour ou, selon les écoles, quelques jours avant, vous allez avoir un petit test d'anglais pour justement vous mettre dans une classe avec des personnes qui ont le même niveau que vous. Donc, de ce fait, vous allez pas avoir l'appréhension du mec devant qui comprend tout et vous derrière qui comprend rien. Avec voilà, ça ne fonctionne pas du tout comme en France. Le but de ces cours, c'est vraiment de prendre confiance aussi. De prendre confiance. Il y a beaucoup d'interactions avec les autres étudiants, avec le professeur. Il y a beaucoup de mise aussi en situation. Ça va être des cours de General English parce qu'il y a différents cours d'anglais qu'on propose en Australie. Donc, ça va être des cours de General English, donc c'est de l'anglais général. Mais sur ces mois de cours d'anglais en Australie, vous pouvez faire aussi des certifications d'anglais. Les certifications d'anglais, c'est en général des programmes de 12 semaines. Ça va être en Australie, ils proposent l'IELTS, l'IELTS ou le Cambridge. L'IELTS, c'est un peu comme le TOEIC TOEFL chez nous, mais le TOEIC TOEFL, c'est assez européen. L'IELTS, c'est un examen à score, pareil, qui est valable pendant 2 ans et qui vous permet de revenir en France aussi. On parlait du CV tout à l'heure. Avec, OK, ben moi, j'ai fait une expérience en Working Holiday Visa en Australie, mais j'ai aussi pris des cours d'anglais et maintenant, je reviens avec ce niveau. Le fait de préparer du coup un examen de langue, ça permet voilà, de revenir avec une preuve de votre niveau d'anglais. Et le Cambridge, ça c'est sur 12 semaines. C'est une certification d'anglais qui est valable à vie. Donc, il y a différents levels. Après, on pourra en rediscuter si jamais vous êtes intéressé. Mais il y a différents levels. Et là, pour le coup, c'est où vous l'avez ou vous l'avez pas. C'est un examen à proprement parler. C'est un diplôme à proprement parler. C'est assez prestigieux parce que c'est valable à vie, contrairement à l'IELTS qui est valable pendant 2 ans. Vous pouvez aussi faire de l'anglais des affaires avec ces cours d'anglais sous le Working Holiday Visa. Ça va dépendre vraiment de votre niveau d'anglais.
de base, parce que, par exemple, une préparation à une certification de langue, si vous n'avez pas le niveau, vous ne pourrez pas faire de préparation. Il vous faudra faire des cours d'anglais général. Pareil pour l'anglais des affaires. Il faut avoir un niveau minimum. Et nous, en tant que conseiller, on est là aussi pour vous conseiller sur le type de cours sur lesquels vous pourriez partir. Donc, ça, c'est sur le Working Holiday Visa. Autre chose que je voulais rajouter, c'est que les études des cours d'anglais en Australie sous le Gap Year Experience, c'est tout à fait possible de travailler à côté de vos cours. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un visa de 1 an. Imaginons que vous preniez 3 mois de cours sous ce visa. Vous pouvez très bien travailler les soirs, les week-ends. Il y a des écoles qui proposent des cours du jour, des cours du soir. Et comme le disait tout à l'heure Elvire, les Australiens, ils ont l'habitude d'avoir des profils Working Holiday Visa, des profils de voyageurs qui font des cours d'anglais et qui travaillent en même temps. Donc, au niveau des boulots, ils vous arrangent aussi. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc, c'est tout à fait compatible. Donc, ça, c'est le Working Holiday Visa sous le Gap Year Experience, le Gap Year linguistique. Donc, on est là sous le Student Visa, le visa étudiant, comme on a vu tout à l'heure. Là, l'idée du projet, ça serait de faire un séjour linguistique sur une longue durée avec des cours d'anglais, avec des options variées. Comme je vous l'ai dit, il est possible de faire des cours d'anglais général, des cours de préparation à des examens de langue, de l'anglais des affaires. Voilà, il y a différents types de cours d'anglais qu'on peut faire. Et c'est possible de faire ça sur plusieurs mois. Vous pouvez faire un study plan qu'on appelle avec des périodes de vacances. Par exemple, vous pouvez très bien faire 3 mois de cours de General English pour vous remettre un petit peu à flot. Prendre 1 mois de vacances où vous pouvez travailler en illimité, voyager, faire un petit peu, faire un road trip par exemple, voilà. Puis reprendre 3 mois de cours de préparation IELTS. Comme ça vous permet d'avoir 6 mois de cours et au final, à la fin de ces 7 mois de cours, vous avez 1 mois de vacances à la fin, donc ça vous permet d'avoir un visa de 9 mois. Ça, pareil, ce sera à voir avec nous. On pourra voir selon les dates à laquelle vous voulez partir, ce qui est possible pour vous. D'ailleurs, au niveau des dates de rentrée, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est pareil sous le Working Holiday Visa ou sous le Student Visa. En général, sur les écoles de langue qu'on propose, il y a des rentrées tous les lundis de tous les mois de l'année. Il y a certaines écoles qui proposent une rentrée par mois, mais si jamais vous êtes intéressé par ces écoles-là, je vous le ferai savoir ou mes collègues vous le feront savoir. Et on a des écoles de langue en partenariat partout en Australie. Donc, ça peut être dans les grandes villes, comme vous les a citées Elvire tout à l'heure, Melbourne, Sydney, Brisbane, mais ça peut être aussi dans des petites villes sur la Sunshine Coast, Byron Bay, Adélaïde, des plus petites villes. Ça va dépendre aussi, ça, de vos envies et de votre projet. Hop. On passe au Gap Year professionnel. C'est toujours sur le visa étudiant. Alors, là, l'idée du projet, c'est de faire une expérience internationale en formation professionnelle australienne et c'est possible dans différents domaines. Pour avoir accès, du coup, à ce type de projet, il faut avoir un niveau d'anglais B2, c'est-à-dire un niveau d'anglais minimum, et avoir en général le baccalauréat. Alors, l'idée sur ce type de projet, ça va être après votre bac, vous ne savez pas trop sur quelle étude faire, mais vous voulez rester quand même étudiant, vous voulez rester dans cette dynamique-là, et vous vous dites, pourquoi pas, je ne sais pas moi, le marketing digital, par exemple, ça m'intéresse bien. C'est possible d'aller faire 9 mois en Australie, dans une école du coup australienne, de faire une petite formation professionnelle. En général, c'est 2-3 jours de cours par semaine. Ça va vous permettre en fait d'acquérir des compétences et de peut-être découvrir de nouveaux métiers et aussi d'améliorer bien sûr votre niveau d'anglais. Toujours pareil, vous pouvez travailler à côté de vos cours 24 heures par semaine, illimité pendant les périodes de break. Là, pour le coup, il y a des rentrées tous les 2 mois.
à peu près. Ça va dépendre des écoles, ça va dépendre des formations. Et au niveau des lieux pour étudier, nous, on a des écoles en partenariat partout en Australie. Donc ça sera aussi à voir avec nous selon vos envies. Si vous avez envie d'être proche de la plage, dans une grande ville, dans une petite ville. Autre chose que je viens de me souvenir par rapport à ce projet-là ou par rapport à tout à l'heure ce dont on parlait, le visa étudiant avec les cours d'anglais, c'est possible de bouger. C'est-à-dire que les écoles partenaires avec qui nous travaillons ont souvent plusieurs campus. Donc, vous pouvez très bien, pour les cours d'anglais, faire 3 mois à Sydney, prendre un mois de vacances et faire 3 mois à Brisbane. C'est tout à fait possible. Et exactement de la même manière avec les formations professionnelles. C'est possible de bouger en fait de campus si vous voulez un petit peu visiter l'Australie. Vous n'êtes pas cantonné à une seule et même ville. Au niveau de la durée des formations, ça va varier de 9 mois à 1 an à peu près. Autre chose, si vous avez un niveau moyen en anglais, mais que vous êtes quand même intéressé par une formation professionnelle, dans tous les cas, vous allez passer un petit test d'anglais avec l'école un test d'anglais avec l'école qui propose des formations pro, qui va vous dire, OK, pour venir faire cette formation professionnelle, tu as besoin de faire 10 semaines de cours d'anglais. Donc, c'est possible, sous le visa étudiant, de commencer avec des cours d'anglais et d'enchaîner sur la formation professionnelle. C'est une sorte de petit package qui est aussi possible. Donc, voilà, ça va dépendre vraiment de votre niveau d'anglais, de votre projet. On fera vraiment au cas par cas si jamais c'est votre cas. Elvire va vous parler du coup des gap years académiques. Alors, ouais, le gap year académique, ça ressemble un petit peu à ce dont Perrine a parlé. Si vous n'êtes pas sûr de votre orientation, que vous voulez partir en Australie à l'aventure et en même temps, vous avez quand même envie d'être sur un projet qui est plus académique que le Working Holiday Visa, vous avez l'option en fait du semestre d'immersion à l'université, dans une université australienne. Comment ça fonctionne en fait? Vous partez pour perfectionner l'anglais dans un premier temps. Ça se passe en 2 temps. Le premier semestre, ça va être perfectionnement de l'anglais. Donc, en général, c'est de l'anglais de préparation à l'université, donc de l'anglais qui est quand même assez académique. Et une fois que vous avez terminé les cours d'anglais, vous partez sur un semestre d'immersion dans une université australienne. Les cours d'anglais se font aussi à l'université australienne. C'est des cours d'anglais qui sont spécialisés pour les étudiants internationaux qui ont besoin d'une remise à niveau en anglais avant de commencer leurs études à l'université. Donc, première partie, cours d'anglais. Deuxième partie, semestre à l'université. Le semestre à l'université, vous allez pouvoir choisir en fait 3 à 4 sujets d'études d'un bachelor, qui est l'équivalent d'une licence, en Australie. Je m'explique. Par exemple, vous êtes intéressé par la biologie marine et en même temps, vous êtes intéressé par le marketing. Eh bien, ce que vous pouvez faire là avec ce gap year académique et ce semestre à l'université, c'est que vous pouvez choisir des sujets de biologie marine et des sujets de marketing pendant un semestre. Donc, vous pouvez prendre marketing digital, l'exemple qu'avait pris Perrine, par exemple, ça c'est un sujet. Un deuxième sujet, business and marketing. Un troisième sujet, biologie marine. Et un quatrième sujet, sciences maritimes, ou enfin voilà, peu importe. Voilà, c'est 3 ou 4 sujets. 4 sujets, ça vous valide 30 crédits ECTS. Des crédits ECTS, en fait, c'est l'équivalent de ce que vous allez valider à l'université française pour un semestre. Et bien, vous pouvez le valider aussi en Australie sur un semestre si vous prenez 4 sujets. 3 sujets, ça vous fait moins de temps à l'école, plus de temps pour faire d'autres expériences à côté. Et du coup, vous ne validez pas les 30 crédits ECTS. Voilà. À la fin, vous n'avez pas de diplôme, mais vous avez juste un certificat de l'université, comme quoi vous avez passé et validé 3 crédits, les 3 crédits suivants ou les 4 crédits suivants, ce qui fait 30 crédits ECTS. C'est une super expérience si vous voulez vraiment être en immersion dans une université australienne. Si vous voulez faire vos premiers pas en études supérieures, mais à l'étranger, et revenir vraiment avec un super niveau d'anglais, si vous voulez rencontrer des étudiants internationaux et australiens,
Voilà. Sachant que la seule chose quand même, la seule restriction sur ce programme-là, qui fait que il va pas être ouvert à tout le monde non plus. Bon, c'est qu'il faut le bac, mais c'est qu'il faut aussi un niveau d'anglais qui est B2, donc intermédiaire plus et plus. Voilà. Alors, il est possible de faire soit un package anglais plus semestre à l'université, auquel cas ça va durer une petite année. Dans ce cas-là, vous pouvez rentrer dans le programme avec un niveau d'anglais B2, upper intermediate, B2+, presque C1. Et par contre, vous pouvez squeezer les cours d'anglais et rentrer directement dans un semestre à l'université si vous avez déjà le niveau d'anglais requis pour faire ce semestre à l'université. Et le niveau d'anglais requis, c'est un niveau C1. Donc, c'est un niveau assez avancé. Donc, il y a deux options. Une option plus longue, anglais plus semestre, et une option avec un niveau d'anglais B2+, un niveau d'anglais d'entrée. Et une option plus courte que le semestre à l'université. Et dans ce cas-là, le niveau d'entrée anglais C1. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça dure entre 6 mois et 1 an. Tout dépend si vous faites que le semestre à l'université et presque 1 an si vous faites le package anglais plus semestre à l'université. Si vous faites l'anglais et le semestre à l'université, vous allez commencer à peu près en août-septembre. Vous allez faire les cours d'anglais de août-septembre jusqu'à janvier et faire le semestre à l'université de février à juin. Et si vous faites que le semestre à l'université, vous allez pouvoir rentrer soit en juillet, en général, il y a une rentrée en juillet, ou en février. Donc, par exemple, là, vous pouvez rentrer en juillet 2024 ou en février 2025. Voilà. Au niveau des villes, les destinations, ça va être un petit peu comme les formations professionnelles. C'est là où il y a des universités. Et là où il y a des universités, en général, c'est les moyennes et grandes villes. Donc, si vous voulez aller sur une toute petite ville, en général, il n'y a pas d'université. Et donc, on ne peut pas proposer ce programme-là. Je reviens sur le niveau d'anglais. Soit vous fournissez un examen international de langue pour savoir si vous avez le niveau d'entrée pour le package ou pour le semestre. Donc, un TOEFL IBT ou un IELTS, pas de TOEIC. En fonction des résultats à ce test-là, on monte votre dossier. L'université va vous dire vous avez 10 semaines de remise à niveau en anglais avant de faire votre semestre à l'université, ou vous avez 20 semaines de remise à niveau en anglais avant de faire votre semestre à l'université. Tout dépend de votre niveau. Et parfois, les universités ont leur propre test d'anglais, auquel cas vous passez le test directement avec l'université. Et pareil, en fonction des résultats du test, on vous fait une proposition personnalisée avec votre temps de cours d'anglais qui, du coup, ne doit pas excéder les 20 semaines. C'est pour ça qu'il y a un niveau d'entrée B2. Combien ça va vous coûter, du coup. Voilà. Puisque en fonction du temps de cours d'anglais, le prix va être différent. Le prix du semestre est toujours le même à l'université, mais le prix des cours d'anglais, ça dépendra si vous faites 10 ou 20 semaines. Voilà pour le gap year académique. J'ai essayé de vous donner toutes les infos. Il y a énormément de choses à dire et à savoir, mais c'est pour ça qu'on fait après des entretiens personnalisés si jamais vous avez besoin de plus d'infos. Les études professionnelles et supérieures. Alors, après avoir obtenu votre bac, ce qu'on espère du coup pour tout le monde, pour tous les connectés du coup ce soir, là qui vont peut-être passer le bac là cette année, il est possible de faire des formations professionnelles. Alors, formation professionnelle, c'est un petit peu comme le même programme qu'on a vu juste avant, le gap year professionnel. C'est des formations pro australiennes, ok. Donc, à la fin, vous aurez un diplôme qui restera australien, un peu comme les CAP, BEP, BTS chez nous en France. C'est des études en fait que vous allez faire dans la totalité. Donc, ça peut durer 9 mois à 3 ans. C'est possible en fait de faire ce qu'on appelle un certificate fort, un diplôma, un advanced diplôma. C'est des diplômes qui restent australiens, ok. Et c'est possible dans tous les domaines. Donc, ça peut être, ce qui est hyper demandé, c'est dans le marketing, business, management, mais ça peut très bien être aussi dans le fitness, ça peut être prof de yoga, ça peut être
je ne sais pas moi, dans les médias. Voilà, vraiment, tout est possible. Pour avoir du coup accès à ces formations pro, il faut avoir en général le baccalauréat et avoir un niveau d'anglais B2. La plupart des écoles qui proposent ce genre de formation ont des tests d'anglais internes pour voir si vous avez le niveau d'anglais ou pas. Si vous n'avez pas le niveau d'anglais, comme tout à l'heure, vous pouvez faire des packages avec des cours d'anglais, puis ensuite enchaîner sur la formation professionnelle. Au niveau des prix, ça varie de 4 à 8 000 euros l'année, payable en plusieurs fois. Donc, la durée, comme je vous l'ai dit, ça peut être de 9 mois à 3 ans. 3 ans, c'est quand on prend une sorte de package. Je prends l'exemple du fitness, par exemple. Si vous voulez être coach sportif, vous pouvez faire le certificate for plus le diplôme. Le certificate for, par exemple, c'est pour faire des cours en groupe. Pour faire des cours en one-to-one, il faut avoir le diplôme. Et il faut absolument passer par le certificate for pour accéder au diplôme. Voilà, c'est ces types en fait de formations qui vont être proposées sur les formations professionnelles. En général, pareil, c'est 2-3 jours de cours par semaine. Il y a du travail aussi à la maison. Vous avez aussi la possibilité de travailler à côté de vos cours parce que si vous avez bien suivi, sous un visa étudiant. Il y a des rentrées toutes les 2 à 6 mois, selon les écoles, selon les formations. Quelque chose que je voudrais rajouter, c'est que peut-être que vous avez déjà entendu parler des TAFE en Australie. Les TAFE, c'est des écoles qui sont très réputées en Australie et qui sont publiques. Okay, où beaucoup d'Australiens étudient dans ces centres de formation, dans ces écoles. Il y a aussi des écoles privées qui sont moins réputées que les TAFE. Et nous, chez GoStudy, on est en partenariat avec les TAFE et avec les écoles privées. Donc, ça va dépendre vraiment, toujours pareil, de votre projet, de votre budget aussi, parce que ce n'est pas le même budget. Et on est là pour vous conseiller au mieux. C'est possible grâce du coup à un Advanced Diploma qui est du coup le plus haut des diplômes des formations professionnelles australiennes, de faire un pathway vers une seconde année de bachelor en études universitaires. Mais Elvire va vous en dire du coup un petit peu plus. Alors, les études universitaires, donc c'est tout ce qui se passe à l'université. Notamment le bachelor qui est l'équivalent d'une licence en Australie, donc ça dure 3 ans. Ça peut durer 4 ans si sur des bachelors spécifiques en sciences, tout ce qui est un petit peu sciences, droit, etc. Ça peut aller jusqu'à 4 ans d'études. En général, c'est 3 ans. Ça peut aussi être un master, si jamais vous avez déjà une licence ou vous êtes en cours de licence. Le master en Australie se fait aussi à l'université, il dure 1 à 2 ans. Le PhD qui est le doctorat, mais ça on a peu de demandes quand même. Donc, je vais plus me focus sur le bachelor degree, qui est l'équivalent de la licence. Il faut avoir pour l'intégrer un baccalauréat. Donc, qu'est-ce qu'il faut fournir comme document? La copie de votre passeport, la copie de votre bac, les notes de bac. Et on y revient toujours, le niveau d'anglais, donc un examen international de langue, IELTS ou TOEFL IBT, pas de TOEIC. Je me répète, les Australiens ne veulent pas de TOEIC, ça ne les intéresse pas. Il faut avoir un niveau d'anglais C1. Donc, le niveau d'anglais C1, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un niveau qui est quand même assez avancé. Si vous n'avez pas ce niveau, pas de panique. Vous pouvez quand même fournir donc votre IELTS ou votre TOEFL d'un niveau inférieur. Et comme pour le gap year académique avec le semestre à l'université, l'université va vous proposer en fait un package avec dans un premier temps une remise à niveau en anglais qui va vous permettre d'atteindre le niveau d'anglais requis pour ensuite intégrer votre bachelor en Australie. Donc, si vous avez un niveau d'anglais B2, c'est pas pour ça que vous n'allez pas pouvoir étudier en Australie à l'université, mais par contre, il vous faudra une remise à niveau en anglais. Et j'ai énormément d'étudiants qui partent sur ce programme-là, anglais plus bachelor ou anglais plus master, parce que malheureusement, en France, il y a peu d'étudiants quand même qui ont déjà le niveau d'anglais C1.
Alors, la remise à niveau en anglais, ça peut être 10 semaines, comme ça peut être 15, 20. En général, c'est des blocs de 5 semaines. 20, 25, 30. J'ai une étudiante qui était partie pour faire… elle a fait 30 semaines de cours de remise à niveau en anglais pour ensuite enchaîner sur ce qu'on appelle un top-up bachelor. J'en parle rapidement. Top-up bachelor, c'est une 3e année de licence après un BTS en France. Donc, c'est un programme qui est assez unique. Donc, s'il y a des personnes qui sont en BTS là, sachez que vous pouvez faire une 3e année de licence en Australie. Il n'y a que très peu d'universités qui le proposent, mais c'est possible. Au niveau du prix, c'est très différent de la formation professionnelle et c'est très différent de la France. En France, les universités publiques sont quasiment gratuites. En Australie, la quasi-totalité des universités sont publiques, mais elles coûtent entre 13 à 25 000 euros l'année. Alors, si vous partez sur un bachelor en 3 ans, par exemple, vous allez avoir 6 semestres d'études et donc vous allez payer en 6 fois. Vous payez un premier semestre avant de partir et les semestres suivants sont échelonnés sur place. Il faut savoir que il y a des universités pour les étudiants internationaux qui proposent des scholarships. Les scholarships, c'est quoi? C'est des bourses d'études pour les étudiants. Parce que si vous êtes boursier ici en France, vous n'allez pas pouvoir utiliser la bourse en Australie. Ça, ce ne sera pas possible. Mais par contre, les universités australiennes ont des bourses d'études pour leurs étudiants internationaux. Alors, soit juste parce que vous avez le passeport français, vous êtes un étudiant international, vous allez avoir une bourse de entre 0 et 30% de réduction sur les frais de scolarité, ou c'est sur dossier scolaire. Les meilleures universités en Australie, en général, c'est sur dossier scolaire qu'elles offrent des bourses. Donc, si par exemple, vous avez eu à partir de plus de 12 à votre bac, vous allez avoir 10%, 15%, 20%, 25% off, donc de réduction sur vos frais de scolarité. Les rentrées février-juillet, c'est pareil que pour le semestre universitaire. Alors, parfois, il y a des rentrées, il y a des universités qui se sont calées un petit peu sur le calendrier européen et qui proposent des rentrées en septembre-octobre. Mais en général, c'est février-juillet. Donc, j'ai pas mal d'étudiants qui partent en général plutôt sur les rentrées de février, puisqu'ils terminent leur bac en juin, le temps d'avoir les résultats juillet, ou alors ils ont besoin de la remise à niveau en anglais de juillet-août jusqu'à janvier. Et donc, le début du bachelor ou du master, en général, ça se passe plutôt au mois de février. Je voulais vous parler aussi, alors je ne l'ai pas noté sur la slide que vous voyez là, d'une opportunité qui peut être assez intéressante. Il faudra rentrer en contact avec nous si vous voulez en savoir plus. C'est ce qu'on appelle des parcours Pathway ou Express Parcours. En fait, vous faites 6 mois de formation professionnelle à Melbourne et vous avez accès directement à un BBA, donc un Bachelor of Business Administration en 4 ans à Excelia La Rochelle ou à EM Normandie sur le campus de Paris et vous accédez directement à la 2e année. Donc en fait, je me répète, vous faites 6 mois de formation en business à Melbourne et vous enchaînez directement sur une 2e année de BBA à Excelia La Rochelle ou à EM Normandie. Donc, c'est super intéressant parce que ça vous permet de faire une expérience à l'étranger, de faire que 6 mois d'études et de valider 1 an d'études. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Ça peut être quand même assez intéressant et c'est des écoles de commerce qui sont très reconnues en France. Qui propose ce programme-là. Et nous, on est en partenariat avec, du coup, l'école qui propose la formation en 6 mois pour intégrer directement cette 2e année. Il y a possibilité aussi de faire 6 mois à Brisbane avec un accès direct en 2e année Bachelor Tourisme à Excelia ou Bachelor of Business à EM Normandie sur le campus de Paris. Voilà, donc c'est des Express BBA ou Express Bachelor puisque, je répète, vous faites 6 mois de formation et vous validez 1 an dans une année, dans une école de commerce en France. Voilà. Et puis, c'est tout pour les études universitaires. Je pense que j'ai fait le tour. Quelque chose que je voulais rajouter, c'est possible en fait de commencer son aventure avec un Working Holiday Visa. Donc du coup de prendre des cours d'anglais, voyager, travailler, voir aussi si ça vous plaît, l'Australie, et ensuite d'enchaîner sur une formation pro ou sur des études universitaires. Et on a beaucoup d'étudiants d'ailleurs qui
qui passe d'abord par le Working Holiday Visa pour enchaîner ensuite sur un visa étudiant sur place. Sachez que ça aussi, c'est possible. Alors, nous allons passer au logement en Australie. Alors, sachez que le logement en Australie, c'est complètement différent qu'en France au niveau des formalités. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus simplifié dans le sens où il y a énormément de colocations, d'auberges de jeunesse. Si vous êtes étudiant, des résidences étudiantes. Il y a aussi l'option famille d'accueil. Ça, pareil, ça va dépendre de votre projet, de ce que vous avez envie. C'est des options qui sont bien différentes. Ce que nous, on conseille, c'est de réserver quand même un logement avant le départ, que ce soit avec nous ou bien avec l'école ou l'université avec laquelle vous allez étudier. Alors, je dis que c'est plus simple, pourquoi? Parce qu'en général, pour réserver un appartement, il y a juste besoin d'une caution de 1 à 2 semaines de loyer. Il n'y a pas besoin de garant, il n'y a pas besoin de faire 36 000 papiers. Pour tout ce qui est colocation, c'est ce qui est hyper répandu en Australie. Ça, c'est assez simple, ok? Comment on trouve du coup une colocation? Ça va être via le réseau que vous allez vous créer sur place, le bouche à oreille, les rencontres. Il y a des sites internet aussi, Flatmate, sur Facebook, sur Gumtree. Gumtree, c'est un petit peu l'équivalent du Bon Coin chez nous. Tout ça, en fait, ça se cherche sur place. On dit très souvent, du coup, aux gens qui partent avec nous, c'est bien de réserver, du coup, avec nous, qui avons, du coup, des partenaires sur place qui sont sûrs ou via des écoles et de ne pas chercher directement sur Facebook, par exemple, ou sur Gumtree parce qu'il y a pas mal d'arnaques. Surtout, écoutez bien ce conseil, si jamais on vous demande pour réserver un logement qui vous paraît incroyable avec une super vue, on vous demande même une toute petite caution. Hein. Faites attention, c'est souvent des arnaques. Il vaut mieux en fait attendre d'être sur place pour pouvoir visiter l'appartement pour être sûr que ça correspond bien aux photos et que c'est pas une arnaque, quoi. Donc, c'est possible de réserver avant le départ aussi une auberge de jeunesse. Pareil, hyper répandue en Australie. Auberge de jeunesse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des sortes comme d'hôtels, en fait, où c'est des chambres où vous êtes à plusieurs. C'est souvent des bunk beds, des lits superposés. C'est souvent des lits superposés et vous partagez une grande cuisine, vous partagez les sanitaires avec toutes les personnes qui se trouvent dans le même building que vous. Alors, pour ceux qui n'ont jamais testé l'auberge de jeunesse, ça va vous sortir vraiment de notre zone de confort parce qu'au final, vous dormez avec des inconnus, même si ce n'est pas dans le même lit, c'est dans la même chambre. Donc, il peut y avoir des ronfleurs, il peut y en avoir qui rentrent, qui ont fait la fête toute la nuit, qui font du bruit. Je raconte souvent une expérience perso. Quand je suis arrivée en fait en Australie, j'avais booké une auberge de jeunesse où on était quand même 8, il me semble, dans la chambre. Donc, c'était énorme. J'étais très fatiguée du voyage parce que le voyage est très long, décalage horaire, etc. Et en fait, c'était une auberge où c'était quand même assez festif. Et moi, j'étais hyper fatiguée et je voyageais avec ma meilleure amie. Et après la première nuit, je lui ai dit non, mais en fait, moi, je ne peux pas. Auberge de jeunesse, c'est pas du tout adapté pour moi. On peut même pas mettre nos affaires. Et en fait, j'ai voyagé pendant 1 an en Australie seulement en auberge de jeunesse. Parce que c'est aussi l'endroit où vous allez faire de super rencontres qui va peut-être vous permettre de trouver du boulot parce que vous allez faire à manger à côté d'un Chilien qui va vous dire « Ah, ben moi, je travaille dans tel resto. Ah, ben moi, je cherche du boulot. » Boum, vous lui donnez le CV. Et voilà, c'est vraiment un endroit où vous allez rencontrer du monde et peut-être même grâce à l'auberge jeunesse, trouver un boulot grâce au contact que vous allez vous faire. Et il y en a des auberges jeunesse vraiment à tous les coins de rue en Australie. Les résidences étudiantes, donc c'est seulement
pour les étudiants qui peuvent soit faire des cours d'anglais, formation pro comme on a vu, ou encore études universitaires. On a des partenariats chez GoStudy de super résidences étudiantes, mais qui sont seulement réservées du coup aux étudiants. Ça va être en général des colocations, mais ça va être dans des buildings où en bas, vous allez avoir une réception ouverte 24 heures sur 24 si vous avez le moindre souci. Vous allez avoir certainement une chambre seule. Dans les résidences étudiantes que nous, on propose, il y a des activités qui sont proposées. Ça peut être des séances de yoga, mais ça peut être aussi je crois qu'il y a des soirées thème jeu, par exemple, jeux de société. C'est l'occasion aussi, les résidences étudiantes, de rencontrer du monde sur place. C'est possible aussi de louer, ils vous prêtent carrément des vélos. Ça, c'est une résidence étudiante qu'on a à Brisbane qui est top. Donc voilà, ça peut être aussi pas mal les résidences étudiantes comme option, selon votre projet, bien sûr. Et la famille d'accueil, on le propose aussi chez GoStudy. Alors, les familles d'accueil, on aime bien le proposer, surtout pour les très jeunes qui ne sont jamais partis de chez leurs parents, qui ont besoin et envie d'être un petit peu sécurisés. Ça peut être en demi-pension ou en pension complète, c'est-à-dire que vous partagez le repas avec la famille australienne. C'est immersion totale, donc c'est aussi une bonne option. Et après, vous pouvez faire le départ au début de votre aventure, partir sur famille d'accueil ou résidence étudiante ou colocation ou encore auberge, et ensuite changer. Vous pouvez très bien, après une coloc, faire partir en auberge de jeunesse. Vous n'êtes pas cantonné, en général, comme en France, avec des bails qui durent 1 an, 2 ans. Les loyers sont payés à la semaine ou à la quinzaine, donc vous êtes quand même assez libre. Sachez quand même aussi que partager sa chambre en Australie, c'est hyper répandu. Alors, ici, voilà, ça peut vous paraître insurmontable de partager la chambre avec plusieurs autres personnes ou même une autre personne, mais au final, c'est très répandu en Australie parce que le coût de la vie est assez cher et se loger, c'est cher en Australie. Voilà pour les logements. Elvire va vous parler du coup du travail en Australie. Je pense que ces informations-là, vous les attendez tous et toutes. Donc, le salaire, il est passé récemment, été 2023, à 23,23 $ de l'heure, ce qui fait plus de 14 € de l'heure. Donc, c'est quand même assez bien payé en Australie. Bien sûr, la vie est un petit peu plus chère quand même en Australie. Ça, c'est une réalité. Sydney étant la ville la plus chère d'Australie. Mais on est aussi mieux payé. Donc, l'un dans l'autre, on arrive à avoir quand même, si on a un travail à temps plein, un certain confort de vie sans trop de soucis. Voilà. Le salaire est payé à la semaine. Alors, ça fait tout drôle au départ. Puis, finalement, on s'y fait. Et on préfère même comme ça parce qu'on peut gérer plus facilement sa paye et son argent. Et en plus, comme du coup, on est payé à la semaine et qu'on paye aussi le loyer à la semaine, etc., il fonctionne à la semaine sur d'autres choses, on s'habitue plutôt bien. Alors, sachez que si, par exemple, vous travaillez en restauration, vous êtes forcément payé plus les dimanches et jours fériés, et pas qu'un peu. Ça peut aller, dis-moi si je me trompe, Perrine, mais ça peut aller jusqu'à plus de 35 $ de l'heure en jours fériés. C'est ça, ouais. Et vous allez avoir des tips aussi, puisque ça se fait en Australie. En France, c'est pas trop dans notre culture vraiment, enfin un petit peu, mais de laisser des pourboires, mais ça se fait plus en Australie. Moi, je me souviens que j'avais travaillé en restauration une soirée et j'avais fait énormément de pourboires. Et je m'en souviens, j'avais halluciné et ça m'avait fait limite une double paye sur la soirée en étant juste serveuse en restauration. Donc bon, ça c'était quand même une soirée particulière puisque c'était une soirée dans un hippodrome. Donc c'était une soirée un peu différente. C'était pas non plus un restaurant simple, c'était quand même un restaurant assez de luxe. Donc voilà, mais en général, voilà, les tips, ça se fait plus qu'en France en restauration et ça peut arrondir un petit peu la paye. Type de contrat le plus répandu, le casual contract. En fait, c'est un contrat qui est un peu
précaire, on va dire, parce que l'employeur peut vous demander de partir à n'importe quel moment, mais vous pouvez vous aussi partir à n'importe quel moment. En fait, c'est un contrat qui vous permet d'être assez libre, et puis ça arrange tout le monde en Australie, puisque les personnes qui partent en Working Holiday Visa changent quand même en général de ville, où les personnes qui sont en visa étudiant sont là que pour une durée qui est déterminée. Et du coup, voilà, ça arrange tout le monde de ce type de contrat-là, et c'est le contrat le plus répandu. Vous allez très difficilement signer une sorte de CDI en Australie. Ce sera en général pas le cas. Attention au cash in hand, donc c'est du travail au black. Ça se fait en Australie, comme partout, notamment dans tout ce qui est restauration ou construction, etc. Donc, effectivement, c'est possible. Par exemple, il y a des étudiants, vu qu'ils sont limités en temps de travail, comme l'a dit Perrine tout à l'heure, vous êtes limité à du temps partiel en visa étudiant. Il y a des étudiants qui travaillent un petit peu plus au black. Après, sachez que si vous faites prendre à travailler au black en Australie, vous devez quitter le territoire sous 1 mois. Et vous ne pouvez plus, vous êtes banni d'Australie pendant au moins 3 ans. Donc voilà, ça peut mettre en péril quand même votre expérience et votre projet en Australie, donc faites attention à ça. Principaux secteurs de job en Working Holiday Visa ou Student Visa, ce qui se fait beaucoup, puisque ça permet d'être à son compte, entre guillemets, et d'avoir des horaires flexibles quand on est étudiant. Donc on peut travailler à des horaires, on n'est pas obligé de négocier les horaires avec l'employeur. C'est la livraison Uber Eats. Donc, si vous allez voir, quand vous allez arriver dans les grandes villes, vous allez voir beaucoup de personnes qui font de Uber Eats, et c'est souvent des étudiants ou des gens en Working Holiday Visa qui font ça pour un temps. Après, tu changes de ville et puis tu peux recommencer. Enfin, voilà, du coup, ça permet une certaine flexibilité sur les horaires et qui est assez sympa. Hôtellerie, restauration. Donc, serveur, serveuse, si vous avez un bon niveau d'anglais, vous pouvez être serveur. Si vous avez un niveau moyen, vous pouvez commencer à la plonge, par exemple. Vous pouvez être food runner. Food runner, vous amenez juste les plats et vous parlez pas. Mais généralement, c'est moins bien payé, etc. Et puis, sachez qu'un employeur, entre une personne qui parle bien anglais et entre 2 CV et 2 entretiens, alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, parce que oui, je suis bloquée, ok. Entre un employeur, s'il a 2 CV, il fait 2 entretiens, 2 personnes qui ont la même expérience professionnelle, le même âge, la même nationalité, voilà, et qu'il y en a un qui est meilleur en anglais que l'autre, il prendra de suite celui qui est meilleur en anglais. Ça va lui permettre de pouvoir échanger plus facilement avec son employé, et son employé pourra communiquer plus facilement avec son équipe, etc. Donc, d'où encore une fois l'importance de l'anglais. Vente, ça se fait aussi, mais il faut déjà avoir un bon niveau d'anglais. Tout ce qui est ménage, housekeeping, etc. Perrine en a fait. Elle a eu une expérience comme ça en Australie quand elle est arrivée. Babysitting, construction, donc tout ce qui est job dans le bâtiment. Et travail en ferme, donc le travail en ferme, je pense que vous en avez entendu parler. C'est un peu comme les vendanges qu'on a, nous, en France, sauf que c'est en Australie. Ça se fait énormément. Et c'est notamment un moyen de renouveler son Working Holiday Visa. Donc, il faut travailler 88 jours dans le secteur primaire. Ça n'inclut pas que le travail en ferme, mais le travail en ferme en fait partie. 88 jours dans le secteur primaire dans certaines zones d'Australie éligibles. Donc, il y a des codes postaux éligibles ou pas. Pour renouveler un second Working Holiday Visa, et 6 mois de travail dans le secteur primaire dans certaines zones d'Australie pendant le second Working Holiday Visa pour renouveler un 3e Working Holiday Visa. Alors, le travail en ferme, attention, vous allez être payé soit à l'heure, soit au rendement. Essayez, si vous avez envie de travailler en ferme, d'être payé à l'heure, parce que si vous êtes payé au rendement, parfois c'est un petit peu difficile quand même le travail en ferme pour l'avoir fait. Moi, j'ai fait les mangues, j'ai fait les cerises, j'ai fait les olives, voilà, et c'est pas toujours facile. Et donc, si on a la pression du rendement pour avoir une bonne paye, ça facilite pas les choses. Donc, le mieux, c'est d'être payé à l'heure. Voilà, sur la slide suivante, je vais vous parler des différentes certifications que vous pouvez avoir pour travailler en Australie. Donc, déjà, le Tax File Number, c'est obligatoire pour travailler. Vous ne pouvez pas travailler légalement en Australie si vous n'avez pas votre TFN.
TaxFile Number, la demande, elle est gratuite et elle se fait directement sur place. On a des bureaux sur place, on vous expliquera par la suite. On vous accueille sur place avec des conseillers et des conseillères sur place qui vous expliquent comment faire votre demande de TaxFile Number. C'est hyper important, il faut le faire vraiment dans les premiers jours où vous arrivez. Le Australian Business Number, c'est ce qu'on appelle ABN, c'est pour les auto-entrepreneurs, entre guillemets, c'est si vous êtes à votre compte, notamment si vous devez faire Uber Eats. Il faudra faire le tax file number dans tous les cas pour pouvoir travailler autre en général en Australie, mais il faudra aussi faire une demande de ABN. Donc ça aussi, nos collègues sur place peuvent vous expliquer plus en détail ça. Le RSA, j'en parle parce que c'est quand même assez important si vous avez envie de travailler dans un établissement type resto, bar, un établissement qui vend de l'alcool tout simplement. C'est une certification qui va vous permettre de pouvoir du coup être serveur dans ce type ou serveuse dans ce type d'établissement. Ça dure à peu près maximum une demi-journée à une journée quoi. Et en fait, ça vous permet de savoir comment vous comporter en face d'une personne qui est alcoolisée, ne pas servir les mineurs, enfin voilà. Donc, pour eux, c'est important de connaître ces règles-là avant de pouvoir servir de l'alcool. C'est pour ça qu'ils font une petite formation, une petite certification que vous pouvez mettre sur votre CV et qui sera un plus pour décrocher un job dans la restauration. Comment trouver un job rapidement en Australie? Il n'y a pas de secret, hein. Faut postuler à le plus d'entreprises possible. Ça se passe comme en France, hein. De toute façon, il faut aller vers les gens, aller vers les employeurs, relancer, aller sur place avec un grand sourire. Alors, ce qui se fait beaucoup en Australie, c'est faire des essais. Donc, ne soyez pas étonnés si un employeur, notamment en restauration, vous demande de faire un essai de 2-3 heures. Ça se fait beaucoup. Et puis, en général, s'ils sont satisfaits, ils vous embauchent de suite après. Ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est l'anglais. Booster son anglais dès votre arrivée en Australie. Si vous avez l'occasion et la possibilité de faire des cours d'anglais quand vous arrivez en Australie, ça va vous permettre vraiment de vous sentir plus à l'aise face à un employeur et de faire la différence face à quelqu'un qui, lui, n'aura pas le niveau d'anglais. Cherchez sur place. On nous demande beaucoup comment je fais pour avoir un travail avant de partir ou je pars pas en Australie si j'ai pas de travail. Sachez que c'est quasiment impossible, à moins que vous ayez des super compétences, que vous soyez un pâtissier, par exemple, reconnu. Ça se peut, hein, sur des métiers vraiment très recherchés en Australie. Je parle de la pâtisserie, par exemple. Que vous puissiez décrocher un job ou une offre d'emploi avant le départ. Mais en général, on trouve du travail sur place en Australie. Il y a déjà tellement de personnes en Australie sur place avec un Working Holiday Visa en poche, dispo pour travailler de suite le lendemain, que les employeurs ne s'embêtent pas en général à attendre quelqu'un qui n'a pas son visa et qui est encore à l'étranger et même pas encore sur place pour passer un entretien ou faire un essai. Faire fonctionner son réseau. Elle en a parlé un peu rapidement tout à l'heure, Perrine. Vous avez rencontré plein de gens qui jobent en Australie. Et c'est aussi jouer votre chance de tomber sur quelqu'un qui connaît quelqu'un ou quelqu'un qui lâche son job parce qu'il change de ville. Ça bouge beaucoup en Australie. Les Working Holiday Visa, ils vont d'une ville à l'autre. Et donc, si vous connaissez quelqu'un qui lâche son job, voilà. C'est pour ça que c'est important de rencontrer du monde dès le départ. Et ça va vous permettre d'avoir des opportunités de travail en général. Être proactif et positif, ça je l'ai dit au début, ça se passe comme en France. Si vous ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver. Donc il faut vraiment être actif dans votre recherche d'emploi pour pouvoir trouver quelque chose rapidement. Et puis ne pas baisser les bras. Parfois on passe un mois à chercher un job. En général, c'est un mois max, hein, si vous cherchez bien. Et du coup, on peut être un petit peu découragé par le fait de ne pas trouver de travail. Ça m'est arrivé, moi, en Australie, de chercher du travail et puis de galérer un petit peu, etc. Mais ça vient toujours. Il y a toujours une opportunité qui se présente. Et puis finalement, on arrive toujours à trouver un job. Et s'il faut, si vous êtes en Working Holiday Visa, vous pouvez aussi, vous êtes mobile et du coup, vous pouvez changer de ville si jamais on vous propose un job à Sydney, alors que vous êtes à Melbourne, etc. Voilà. Donc, ne pas baisser les bras et puis rester positif sur votre recherche d'emploi parce que dans tous les cas, je connais personne qui a jamais réussi, jamais à trouver un job en Australie. On va finir du coup cette présentation avec une petite
présentation du coup de GoStudy australien. Alors, GoStudy, c'est une agence d'éducation expert Australie. Donc, nous, notre job avec Elvire, c'est de conseiller et accompagner des étudiants internationaux. On existe depuis 2007 et du coup, on partage l'expérience que nous, on a eue avec les étudiants qui partent avec nous. Nos services, à nous, en fait, ils sont gratuits pour les étudiants parce qu'on est financé par le système éducatif australien. Pour les personnes qui ne veulent pas étudier, on propose des packs qu'on appelle des Work and Explore Package. On en parlera un petit peu après. Mais en fait, notre but à nous, c'est que vous ayez la meilleure expérience possible. On a vraiment différents profils de personnes qui nous appellent. Ça peut être des familles qui veulent vivre une expérience pendant 1 an. Ça peut être une personne qui vient d'avoir le bac, qui veut faire des cours d'anglais. Voilà, il y a vraiment une personne qui veut faire ses études universitaires en Australie, comme on a vu tout à l'heure. On a vraiment différents types de projets. On a 17 du coup années d'expérience. On a envoyé plus de 40 000 voyageurs qui nous ont fait confiance. Avec Elvire, ça va faire bientôt 10 ans qu'on travaille pour GoStudy Australia et on essaye vraiment de faire en sorte que tout se passe bien pour vous et que vous ayez une excellente aventure. On a des bureaux en fait partout dans le monde. Donc nous, on est basé on est à Toulouse, en France. On est le bureau français, mais on a aussi des bureaux en Europe, en Amérique latine, maintenant aussi en Asie. Et bien sûr, on a des bureaux en Australie avec des conseillers qui seront là pour vous aider et vous accompagner dès votre arrivée en Australie. Notre job avec Elvire, c'est de bien vous préparer avant le départ. Et quand vous arriverez sur place, vous aurez accès à nos bureaux. Mais on va développer un petit peu tout ça. Du coup, Elvire, tu es là ? Oui. Alors, nos services sont gratuits pour les étudiants. C'est-à-dire que pour ceux qui n'étudient pas, nos services ne sont pas gratuits puisque dans ce cas-là, on propose des packs qui sont payants. Voilà. Mais à partir du moment où vous étudiez au moins 8 semaines en Australie, vous avez accès à tous ces services-là que je vais énumérer gratuitement. Entretien personnalisé, soit vous l'avez déjà fait, soit vous allez le faire après ce webinaire, je l'espère. Avec moi, si vous êtes intéressé par tout ce qui touche aux universités, ou avec Perrine, si vous êtes intéressé par le Working Holiday Visa, avec des cours d'anglais, ou le visa étudiant avec des cours d'anglais ou la formation professionnelle. On est des experts de l'Australie, on est déjà parti en Australie comme on l'a dit, on fait que la destination Australie et un petit peu le Canada, c'est Perrine qui s'en occupe. Et on est vraiment focus Australie, donc on connaît l'Australie sur le bout des doigts. Voilà, on n'est pas comme certaines agences qui, certes, travaillent bien, c'est pas le problème, mais qui ont plusieurs destinations à proposer. Et ben, on est des êtres humains, on peut pas tout savoir quand on fait 10 destinations. Et nous, l'Australie, le fait qu'on fasse qu'une seule destination, ça nous permet quand même d'être un petit peu plus au fait de ce qui se passe en Australie. Accompagnement. Pour info, pardon Elvire, il y a aussi Alexandre qui n'est pas du coup avec nous ce soir, mais qui fait le même travail que moi. Il y a peut-être des personnes qui sont en contact avec lui. Donc Alexandre fait aussi partie de la team. Exactement, ouais. Voilà. Il était connecté d'ailleurs tout à l'heure, je l'ai vu, mais okay. Ouais. Accompagnement, donc on vous accompagne sur le choix du visa. On vous accompagne sur la destination, c'est-à-dire le choix de la destination, le choix du programme, parmi les programmes qu'on vous a proposés. Et puis, il peut y en avoir d'autres. Hein. Je disais le master, par exemple, le top-up bachelor. Voilà, c'était pas dans les slides, mais c'est possible. Le choix de l'école en fonction de la destination, de votre projet. On est partenaire avec énormément d'écoles en Australie. Donc, en fonction de votre profil et de votre projet, on vous propose une école.
Après, on peut vous proposer en général plusieurs écoles et puis vous aussi au feeling, parce que généralement, c'est aussi au feeling, vous avez préféré telle ou telle école. Voilà, donc on peut vous faire plusieurs propositions. Et choix du pack, si jamais vous voulez partir sans cours, ben, on a par exemple en Working Holiday Visa 2 packs, un pack accompagnement administratif avec tous les services qu'il y a ici et un pack accompagnement administratif plus hébergement. Voilà, donc ça, on vous oriente vraiment en fonction de ce que vous allez nous dire sur ce qui vous correspond le mieux. Ensuite, on vous aide à vous inscrire à l'école, on vous aide à rassembler tous les documents nécessaires, à passer le test d'anglais de l'école si besoin, à faire traduire si vous êtes partant pour un projet université, il faut faire traduire des documents. On est en partenariat avec quelqu'un qui peut faire les traductions officielles. Voilà, donc on vous aide dans toute la démarche d'inscription. L'assurance, si vous êtes en Working Holiday Visa, on vous propose l'assurance Chapka avec qui on est partenaire et on a 5% de réduction sur cette assurance, qui est super. C'est pas obligatoire, hein, l'assurance sur un Working Holiday Visa, mais c'est vivement conseillé. Sachez que les frais médicaux en Australie sont très chers. Donc, vraiment, l'assurance, pas obligatoire, mais en fait indispensable. Et si vous êtes en visa étudiant, on vous aide aussi, enfin, on fait même la démarche pour vous, pour l'OSHC, qui est Overseas Student Health Cover, qui est en fait une assurance obligatoire, une assurance étudiante obligatoire. Donc, il n'en existe que 6. Nous, on est partenaire avec 2 et on vous en propose en général une qui vous permet d'être un minimum bien couvert pour votre projet d'études en Australie. Et puis, vous pouvez prendre une complémentaire aussi avec Chapka pour être vraiment couvert un maximum sur votre visa étudiant. Ensuite, on vous aide à faire la demande de visa, que ce soit le tourist visa, que ce soit le working holiday visa, que ce soit le visa étudiant. On en fait toutes les semaines des visas. Donc, on vous aide dans toutes les démarches. Sachez que pour le visa étudiant, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Il y a une lettre à écrire à l'immigration. Il y a un rendez-vous biométrique, donc pour empreinte digitale et données biométriques qu'il faut faire à Paris avant de partir. Il y a des délais à respecter pour fournir ces données. Voilà, il y a quand même pas mal de choses importantes à savoir si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté d'avoir un visa validé rapidement. Donc ça, on vous aide à faire tout ça. Réservation du logement, c'est pas obligatoire, mais on vous propose des hébergements. Donc, en général, ce qu'on aime bien vous proposer, c'est colocation aux résidences étudiantes. Comme disait Perrine tout à l'heure, on a une super résidence étudiante, par exemple, à Brisbane. On en a aussi à Perth, à Melbourne. Colocation, on peut vous proposer d'être en colocation dans un appartement donc partagé en chambre double en centre-ville de Sydney. Enfin voilà, on a plusieurs options à vous proposer. Il n'y a rien d'obligatoire, mais si vous voulez un hébergement, on peut vous en proposer. Carte SIM australienne, vous recevez par la poste une carte SIM australienne. Donc, quand vous partez en Australie, vous avez déjà votre numéro australien. En plus, on vous offre un petit peu de crédit sur le premier mois. Voilà. Donc, l'idée, c'est que vous ayez tout pour une super aventure en Australie. Et donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on vous préouvre votre compte en banque australien. On ne peut pas faire l'ouverture à 100%, mais on peut préouvrir. Donc, quelques jours avant le départ, en général, entre 1 à 3 jours avant le départ, on vous fait la préouverture. Et vous recevez du coup par mail toutes les infos sur votre compte en banque. Et quand vous arrivez en Australie, vous avez juste à aller à la banque pour activer le compte et récupérer votre carte bleue. Et on vous explique aussi dans le mail comment faire des virements internationaux de votre compte français à votre compte australien, si vous voulez mettre de l'argent sur le compte australien, une fois que vous êtes sur place. Et puis, à peu près un mois avant le départ, on vous envoie un joli mail récapitulatif pré-départ avec tous vos papiers, les papiers dont vous avez besoin, les papiers d'école, à quelle heure vous devez être à l'école, ou le résumé du pack que vous avez pris, le contact de la personne qui sera en charge de votre dossier sur place, puisque en fait, on a des bureaux sur place, on verra ça avec Perrine sur la prochaine slide, mais on a 5 bureaux en Australie et on a des conseillers sur chaque bureau. Et on a notamment des conseillers français sur 4 des 5 bureaux qu'on a en Australie. Et ça permet en fait de faire le lien entre nous et le moment où vous arrivez en Australie, le conseiller sur place, le conseiller ou la conseillère. Donc, on vous met le contact de cette personne-là directement dans le mail et vous serez contacté sur WhatsApp par cette personne avant même d'arriver en Australie, normalement. On vous met aussi des guides sur le travail, pour vous donner un petit peu de tips et de conseils. Et on vous met aussi le guide de votre ville d'arrivée. Si vous arrivez à Brisbane, on vous met un petit guide sur la ville de Brisbane, Sydney, etc. On vous met le groupe WhatsApp parce qu'on a des groupes WhatsApp
dans chaque ville, si vous avez des questions, etc. Une fois que vous êtes sur place, pour faire des contacts, voilà. Donc, on vous met un maximum de choses dans ce mail pré-départ pour que vous puissiez arriver sereinement en Australie. Et puis, du coup, je laisse la main à Perrine qui va vous parler de nos services en Australie, même si j'ai déjà un petit peu expliqué. Juste un truc que je voulais rajouter, c'est qu'on est une petite équipe chez GhostD Australia France, du coup, sur le bureau français. Donc, vous n'allez pas avoir 36 000 interlocuteurs. Ça va être, si vous avez commencé le projet avec moi, c'est moi qui vais vous suivre jusqu'au bout, jusqu'au mail pré-départ. Vous allez avoir affaire qu'à moi. Pareil pour Elvire et Alexandra. Donc ça, c'est un gros plus aussi qu'on a par rapport à d'autres agences où vous allez avoir 36 000 interlocuteurs. On va plus vraiment savoir votre projet. Nous, c'est vraiment hyper personnalisé et on connaît vraiment votre projet, quoi. Voilà, c'est un petit truc que je voulais rajouter. Donc, comme vous le disiez, Elvire, quand vous allez partir en Australie, sur place, vous allez avoir accès à nos 5 bureaux. Donc, on a un bureau à Sydney, un à Melbourne, un à Brisbane, un sur la Gold Coast et un sur Perth. Vous allez avoir un conseiller dédié, comme elle vous l'a expliqué, dès votre arrivée. Dès votre arrivée, vous allez avoir une session de bienvenue, ce qu'on appelle une welcome session. Donc, c'est, imaginons que vous arriviez sur Sydney, notre collègue sur Sydney s'appelle Chloé. Elle va vous envoyer un petit lien pour que vous preniez un petit rendez-vous pour cette fameuse welcome session, où elle va vous expliquer en fait comment se passent les transports à Sydney, où chercher du boulot. Elle va vous présenter les événements à venir chez GhostD. Elle va vous donner des tips, en fait, pour le début de votre aventure. Par exemple, Elvire vous parlait tout à l'heure du Tax File Number. C'est ce numéro de sécurité sociale qui vous permet de travailler en Australie et qui est indispensable. Nous, en étant en France, on ne peut pas vous le faire parce qu'il faut être vraiment sur place pour faire la demande. Mais par exemple, Chloé pourra le faire dès votre arrivée. On a un système en fait informatique qui permet de dire ok, telle personne vient de France, elle est passée avec Perrine, elle arrive tel jour en Australie, elle fait tel cours d'anglais dans telle école. On a vraiment un système qui permet de nous relier à l'Australie via nos collègues. Nos collègues organisent aussi sur place des job sessions. Alors, on ne va pas vous trouver de travail. On n'est pas du tout une agence de recrutement, on n'est pas une agence d'intérim. Mais mes collègues sur place pourront vous aider par rapport, par exemple, à votre CV. Vont peut-être vous donner des tips par rapport aux endroits, par rapport au boulot que vous allez chercher, à l'expérience intérieure que vous avez. Vous donner des tips en disant tu devrais aller voir là, tu devrais aller dans cette rue. Nos collègues sur place, ça fait en général pas mal de temps aussi qu'ils sont en Australie, ils ont pas mal de contacts, donc ils pourront vous donner des pistes. Vous serez abonné aussi à une newsletter tous les mois où vous allez recevoir des offres d'emploi. Du coup, pareil, grâce au bouche à oreille des conseillers qu'on a sur place, on a du coup des jobs qui peuvent tomber. On a des groupes WhatsApp, comme vous disiez, Elvire, par ville, où tous les nouveaux arrivants sont sur ces groupes-là. Ça va permettre un petit peu aussi de faire des rencontres. En fait, le but de GhostD, ce qu'on aime souvent bien dire, c'est que c'est un peu comme une communauté. C'est beaucoup d'entraide, en fait. Et c'est un réseau que vous allez avoir sur place. Vous allez avoir des réductions sur les certifications dont vous parlez, par exemple, Elvire, notamment par rapport au RSA. À la Wildcard, on n'en a pas parlé, mais c'est pour tout ce qui est dans la construction. Vous allez avoir des réductions par rapport à ces certifications. Mes collègues aussi pourront vous aiguiller où passer ces certifications, par exemple. On organise des événements et activités sur place, comme je le disais, pour rencontrer du monde sur place. Ça peut être des barbecues, ça peut être des… D'ailleurs, pardon, je te coupe, mais si vous voyez, elle est petite la photo, hein, mais le petit médaillon là sur la slide, ça c'est un barbecue qu'on avait organisé sur Gold Coast par exemple. Donc toutes les personnes que vous voyez sur la photo, bon c'est petit, hein, mais c'est que des étudiants, des personnes qui sont passées par les services de GhostD, des Français, des Espagnols, des Italiens, des Colombiens, parce qu'on a aussi des bureaux en Italie, en Espagne, en Amérique latine, au Japon, voilà. Donc
C'est vraiment, c'est vraiment toute nationalité mélangée. Les événements qu'on propose, vous n'allez pas vous retrouver qu'avec des Français, vu qu'on a des bureaux partout dans le monde. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion aussi, ces événements de rencontrer du monde, de se faire des contacts et aussi des amis et un réseau pour trouver un boulot, trouver un logement, continuer aussi l'aventure australienne. C'est sympa aussi pour nous de voir des personnes qui se rencontrent via GoStudy. On a même eu un couple qui s'est formé grâce, entre guillemets, à GoStudy. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Sachez aussi, comme je vous disais, que c'est possible de commencer avec un Working Holiday Visa et d'enchaîner ensuite sur un visa étudiant. Et pour ça, nos collègues sur place peuvent vous accompagner aussi par rapport à la demande de visa étudiant, à la recherche d'école, à l'inscription à l'école, comme on fait nous avant le départ. Il y a aussi cet accompagnement-là. Si jamais vous avez un projet d'immigrer en Australie, on a des contacts d'agents d'immigration aussi sur place. Quelque chose aussi à retenir, c'est que vous avez accès à nos bureaux et à nos services tout le long de votre aventure en Australie. C'est-à-dire que, imaginons vous partez en Working Holiday Visa, vous faites 3 mois de cours d'anglais sur Sydney, puis après vous allez à Melbourne. À Melbourne, si vous avez le moindre souci, si vous voulez avoir accès à nos événements et activités, vous y avez le droit. Vous avez le droit à nos services vraiment tout le long de votre aventure. C'est vraiment un accompagnement de A à Z. Voilà pour nos services sur place. Elvire, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est ça. En fait, c'est un accompagnement 360 degrés de France jusqu'en Australie et en Australie. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est pas seulement un accompagnement. La plus grosse partie de ce qui va vous intéresser en service, ça va être effectivement tout ce qu'on va faire pour vous aider à partir. Mais c'est important de savoir aussi que vous êtes accueillis sur place. Vous êtes accueillis et attendus. Voilà. Oui, alors je ne sais pas s'il y a des parents avec nous ce soir. C'est aussi rassurant pour les parents. Je vous donne un petit exemple. Il y a une maman qui m'a appelée un peu paniquée, 3 jours que sa fille était partie en Australie et elle n'avait pas eu de nouvelles depuis la veille. Elle était en résidence étudiante dans un de nos partenariats, de résidences partenaires avec qui on travaille. Et du coup, la maman était très paniquée parce qu'elle n'avait pas de nouvelles de sa fille, que ça ne ressemblait pas du tout à sa fille, qu'elle n'était pas connectée sur WhatsApp. Du coup, elle m'a appelée en panique. Et donc, moi, j'ai pu contacter la résidence étudiante qui est montée dans la chambre de l'étudiante pour voir si tout allait bien. Et en fait, c'est juste avec le décalage horaire, elle avait éteint son téléphone et elle dormait tout simplement. Mais voilà, si jamais elle était partie toute seule avec son sac à dos dans une auberge de jeunesse, la maman, elle aurait pu s'inquiéter pendant quelques heures encore, quoi. Donc c'est ça aussi GoStudy, même pour les parents, c'est hyper rassurant de savoir qu'ils ont vraiment une aide sur place et même via nous qui sommes en France, on a des contacts, on peut contacter nos collègues qui sont sur les bureaux en Australie s'il y a le moindre souci. Voilà. On arrive du coup à la fin de la présentation. J'espère qu'on a été clair. On a vu plein de thèmes différents, de projets aussi différents. C'est pour ça que ce qu'on conseille aussi en général, c'est de prendre un petit rendez-vous avec nous après le webinaire pour avoir un vrai entretien personnalisé en fait, parce que chaque projet est différent. On espère que vous avez appris pas mal de choses. Il y a énormément de choses à dire, à savoir, comme je disais tout à l'heure, c'est impossible de tout dire dans une présentation. Ça fait déjà 1h40 qu'on parle de l'Australie, on pourrait encore en parler des heures. Du coup, le rendez-vous personnalisé, c'est ce qu'il y a de mieux si vous voulez nous parler de votre projet. Après, là, si vous avez des questions, rapidement, des questions plus générales, auxquelles on n'a pas répondu, c'est le moment de les poser. Alors, j'ai déjà répondu à quand même pas mal de questions sur le chat, mais là, vous pouvez, si vous voulez, débloquer votre micro et on peut échanger. Voilà, si vous avez une question, quelque chose qui n'était pas clair dans la présentation ou un sujet qu'on n'a pas du tout abordé et qui vous intéresse, n'hésitez pas.
On dirait qu'on n'a pas de questions, ça peut dire qu'on a été… Peut-être qu'on a été très, très clair, trop clair, je ne sais pas. Très claire, assez complète. D'habitude, on a toujours quand même quelques questions à la fin. N'hésitez pas à débloquer votre micro, ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Ne vous inquiétez pas. Après, s'il y a des timides, vous devez avoir soit mes coordonnées, les coordonnées de Elvire ou les coordonnées de Alex. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous écrire un petit message sur WhatsApp pour qu'on convienne d'un rendez-vous et qu'on fasse un petit entretien personnalisé. Ça sera avec grand plaisir. Alors, il y a Luna qui demande combien environ coûte une chambre en résidence U pour universitaire, j'imagine, une résidence étudiante. Ça va dépendre en fait, Luna, ça va dépendre du type de chambre, ça va dépendre parce qu'il y a des résidences étudiantes où tu es en studio, des résidences étudiantes où tu es dans un appartement où vous allez être 5 personnes avec une single room, une chambre simple. Ça va dépendre aussi de la destination. Mais si tu veux, il me semble qu'on est déjà en contact. Ton prénom me dit quelque chose, on n'a pas beaucoup de Luna. Oui, ok. Ben, je pourrais t'envoyer, si tu veux, les brochures avec tous les tarifs, selon les destinations, si tu le souhaites. Super. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, on vous souhaite… Merci en tout cas d'avoir participé au webinaire. Et on vous souhaite une très belle… Ah, des questions arrivent. Les permis de conduire français ou canadiens sont-ils valables là-bas? Bonne question. Les permis français ne sont pas valables en Australie. Il vaut mieux demander une traduction officielle. Nous, on a un partenariat avec Chloé Sotro qui peut vous faire une traduction officielle agréée en fait par l'immigration. C'est une traductrice NATI qu'on appelle. Le permis international, il y a quelques États en Australie, je crois qu'il y a 2 États en Australie qui ne l'acceptent plus. Les délais sont très longs pour recevoir le permis international. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire du coup une traduction officielle. Si jamais vous voulez le contact de notre collègue, on pourra vous envoyer ça. Oui, Emma, pas de souci. C'est qui ta conseillère ou ton conseiller, du coup? Bon, si jamais, Emma, normalement, quelqu'un t'a contacté, tu n'hésiteras pas. Est-ce qu'on voit ton nom peut-être, Emma? Je vais me le noter. C'est toi, Perrine, du coup. Je ne crois pas. Ah oui, ok. Ah ok, super, Emma. Ben, écoute, si tu as encore mon numéro de téléphone, n'hésite pas à me faire un petit rappel et je t'enverrai ça demain matin. Parfait, avec plaisir. Alors, ça coupe un peu. Ah. Alors, je ne sais pas si c'est que moi. Peut-être. C'est un problème de réseau, je pense, Perrine. Après moi, c'est toi. Ou alors, c'est moi qui ai un problème. Mais Ah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas de questions, merci. Merci Emma, avec plaisir. C'était un plaisir du coup de parler de ces beaux projets avec vous. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est toi. Je pense que c'est toi, Elvire, qui bug. Est-ce qu'on peut me confirmer? Je ne bug pas. Je pense que c'est toi, Elvire. Mais de toute façon, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, on va vous souhaiter une très, très belle soirée. On vous remercie du coup d'avoir suivi cette petite présentation. Et n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on discute ensemble de votre projet australien.